Des anciens traders, comme on les appelle, c'est le commerce transatlantique. À la partie haute. Et la troisième étape sera la signature du livre d'or. Mais Excellence, véritablement, vous comprendrez avec nous que ici c'est un lieu d'émotion. C'est un lieu de mémoire. Le récit douloureux pour chaque Africain. Le récit douloureux pour le peuple noir. C'est pour ça que cette maison conservée en l'état. Chaque espace, chaque mur est témoin, n'est-ce pas, de cette situation qui est en cours dans notre continent. C'est ici que nous recevons les autres, avec la canopée, parce que nous voulons aussi que tout le monde soit imprégné dans ce lieu de pèlerinage, comme la mairie a souvent pour de le dire. Venir à Gorée, c'est un peu libre. Quand on est dans le pèlerinage, on essaie véritablement de se remémorer, de se rassasier. Donc excusez-nous de vous recevoir sous cette chose. Mon collaborateur, M. Kaba, se chargera véritablement de faire la visite guidée. Présenter s'il vous plaît. Ça va? Merci, monsieur le président. Merci, membres de la délégation. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue à l'ancienne maison des esclaves, qui a été construite entre 1780 et 1784 et qui est généralement considérée comme la toute dernière, puisqu'à l'époque de l'esclavage, des maisons comme celle-ci, il y en avait à peu près plus d'une vingtaine. Mais les plus anciennes d'entre elles ont été construites en 1536. Et ça coïncide aussi avec une période d'occupation portugaise. Car en effet, ce sont les Portugais, les premiers Européens à prendre possession de l'île de Gorée. C'était en 1444. Et l'île de Gorée aussi, pendant très longtemps, était justement au centre des rivalités entre ces nations européennes-là qui se battaient pour l'occupation. Naturellement, après les Portugais, sur cette île-là, on a noté la présence des Hollandais, des Français, des Anglais et à nouveau les Français, jusqu'à l'indépendance du Sénégal arrivée en 1960, puisqu'après l'esclavage avait justement pris place la colonisation. Mais à cette époque-là, ce qu'il faut retenir, une petite maison comme la maison des esclaves, elle pouvait contenir 150 à 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, pour une durée d'attente de 3 mois, des fois 3 mois et demi. C'était le temps que passaient ces pauvres esclaves ici à la maison des esclaves. Donc une fois ici, on les séparait. On les séparait d'abord par âge, mais aussi on les séparait par cellules. Et les cellules, elles sont nombreuses, mais différentes les unes des autres, de par leur utilisation. Donc avec votre permission, Excellence, on va faire le tour des cellules. On va commencer par la cellule qui était réservée aux autres. Ces esclaves jeunes filles-là. Si ce n'était pas le cas, c'était vivre sous forme de concubinage. Maintenant, à l'issue de ces unions, si cet esclave-là était enceinte, on les libérait ici à l'île de Gorée, pouvait à Saint-Louis du Sénégal. C'est celle-là même qu'on libérait ici à l'île de Gorée, pouvait à Saint-Louis du Sénégal, que nous appelons ici les signards, qui est en réalité une déformation du nom portugais señora, et qui veut dire madame en langue portugaise, du fait justement de leur union avec ces esclavagistes. Et c'est comme ça qu'on a pu installer justement une société esclavagiste et une société hiérarchisée. Voilà. Et la cellule suivante, que nous appelons ici la Oubé, pour citer le premier conservateur, Boubacar Joseph Ndiaye, le doyen, qui aimait appeler justement cette cellule-là la cellule des inaptes, mais temporaire. Inapte pourquoi? Ce que je n'ai pas pu avancer tout au début, c'est qu'à cette époque-là, ces pauvres esclaves, on ne les considérait pas comme des êtres humains.
mais une simple marchandise. Et justement, on les avait attribué des valeurs. Et maintenant, les hommes de moins de 60 kg, qui à coup sûr n'étaient pas aptes pour faire ce voyage-là, on les enfermait dans une cellule comme celle-là. Et on les appelait justement inaptes, mais temporaires, puisque en les enfermant ici, on les engraissait aussi. On les engraissait avec du fer de maïs, de l'haricot vert, qu'on mélangeait avec de l'huile de palme. Cela pendant 3 mois, des fois 3 mois et demi. Mais au bout de ces 3 mois, voire 3 mois et demi, si cet esclave, dite inapte, mais temporaire, ne parvenait toujours pas à peser 60 kg, ça ne faisait pas de lui un nombre. On le vendait ici localement pour servir de travaux d'intérêt public ou bien de travaux d'intérêt général. Et d'ailleurs, ça nous renvoie aussi à l'autre catégorie d'esclaves, puisque en majorité, cette île-là avait abrité des esclaves de case ou esclaves domestiques. En réalité, il y avait 2 types d'esclaves. Il y avait les esclaves de case ou esclaves domestiques et les captives. Les captives, en général, c'est eux qui venaient dans les centres de transit pesant 60 kg et qui avaient fait automatiquement l'objet de compartiments et qu'on mettait dans les bateaux. Et l'autre catégorie que nous appelons ici esclaves domestiques, esclaves de case, donc en majorité, c'est eux qui vivaient ici et qui s'occupaient justement des travaux d'intérêt public ou bien des travaux d'intérêt général. Et en dessous de ces 2 escaliers, donc c'était le lieu de punition. Voilà. Et là aussi, le doyen aimait l'appeler, c'était la cellule des récalcitrants. Récalcitrants, c'était le terme qu'il avait désigné justement, qu'il avait emprunté pour désigner justement ces esclaves-là qu'on mettait dans ces conditions-là, puisque c'était les lieux de punition. Donc pour les punir, on les enfermait au fond de ce trou-là. Et la punition, elle est toute trouvée pourquoi? Absence totale de fenêtre, impossibilité de se tenir debout. Donc l'esclave était obligé de rester accroupi pendant des jours et des jours. Donc voilà, donc pour la petite anecdote, le président Mandela, lors de sa visite ici sur cette île-là, lui aussi, c'était pas empêché justement d'entrer dans cette cellule-là. Voilà. Donc justement, on ne pouvait pas avoir le nombre exact qu'on pouvait mettre dans une cellule comme celle-ci. L'essentiel pour ces esclavagistes, c'était juste de pouvoir fermer ces portes avec des barreaux en fer. Donc il y en avait 2, à la différence de la première. La deuxième cellule, elle est bel et bien là. Et cette cellule a 2 petites fenêtres par rapport à la première. Et ces 2 petites fenêtres datent de 1848. Donc 1848, c'est l'année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Et la date exacte étant le 27 avril 1848. Mais là, entendons-nous bien, il s'agit de la deuxième abolition, puisque l'esclavage avait été rétabli. Voilà. Donc l'avant-dernière étape de cette visite à l'intérieur de la maison des esclaves se trouvait cette couloir avec au bout cette porte qui donne sur la mer. Voilà, donc cette porte que nous appelons tous ici la porte du voyage sans retour. Voilà, donc l'appellation elle est toute simple, pourquoi? Parce qu'une fois que ces esclaves-là francissaient des portes comme celle-ci, ils ne revenaient plus jamais. Donc c'était à Dieu l'Afrique. Excellence, cette pièce-là où nous nous trouvons présentement, c'était la grande cellule qui était réservée aux femmes. Mais là, on a la présence de cette base-là, et qui le justifie, puisque en réalité, nous venons de boucler le projet de revitalisation de la maison des esclaves. Donc c'est un projet qui nous a valu la réhabilitation du grand bâtiment jaune qui fait face à la maison des esclaves et qui est le centre d'interprétation et de documentation sur la terre noire. Donc dans le cadre de ce projet-là, donc, il y avait un comité scientifique justement dirigé par des spécialistes de la mémoire. Donc qu'on a retenu sur à peu près plus d'une vingtaine de pays qui ont tous en commun d'histoire cette histoire-là. Donc ils se sont retrouvés ici à Lidogoré pendant des jours pour réfléchir sur le contenu de la maison des esclaves et sur les recommandations. Donc ils nous ont demandé de trouver un endroit précis à l'intérieur de la maison des esclaves et justement d'en faire une salle de méditation. Donc cette pièce-là, c'est pour la libération. Voilà, donc les gens peuvent venir ici, se recueillir ici et justement, donc pour extérioriser, on va le dire comme ça, tout ce qu'ils ont ressenti par rapport justement à cette nouvelle phase de l'histoire. Voilà, donc c'est ce qui a valu la présence justement de cette là donc c'est une salle de libération. Comme je dis là-bas, une pièce ne pouvait être plus indiquée parce que comme il l'a dit, c'est la cellule qui habitait les esclaves. Donc comme on sait que l'eau, comme la parle, c'est symbole de vie. Donc c'est pour cela véritablement cette pièce-là a été proposée afin que de mémoire, de rappel, véritablement les gens puissent extérioriser véritablement ce sentiment. On peut continuer. Donc, nous sommes dans l'ancien bureau du premier conservateur de la maison des esclaves, M. Boubacar Joseph Ndiaye.
Voilà, donc c'est en partie, si nous sommes là aujourd'hui et si nous continuons de parler de cette histoire-là, c'est parce qu'à un moment donné, là où personne n'osait aborder ces questions-là, ce monsieur-là avait pris le courage en deux mains, il a expliqué cette histoire-là. Donc moi je le dis souvent, et c'est souvent le cas, donc ce que les gens oublient souvent, c'est que Boubacar Joseph Ndiaye, bien avant qu'on instaure la maison des esclaves comme musée, il avait déjà commencé à faire ce travail-là. Donc c'est à la suite de sa proposition que l'État du Sénégal a racheté cette maison-là, justement pour en faire justement un symbole de la déportation des Noirs. Donc pourquoi ce bureau-là est libre de toute équipation et installé comme ça? Parce qu'à son époque, Boubacar Joseph Ndiaye, lorsqu'il recevait des hôtes de votre niveau, donc l'impression que ces hôtes-là laissaient ici, il les affichait directement sur les murs, aussi bien des photos. Donc pour lui rendre hommage, et dans le cadre de ce projet-là, maintenant, cette pièce-là, c'est le gardien de la tradition, pour rendre un hommage justement à Boubacar Joseph Ndiaye. On l'a justement numérisé, puisque lui à l'époque, il les avait affichés directement sur le mur. Dans le cadre de ce projet-là, nous on les a numérisés. Maintenant, et on va le dire comme ça, c'est un petit musée. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui justifie que cette pièce est beaucoup plus spacieuse que les autres? Ça nous renvoie aussi à ces deux types d'esclaves, les esclaves de case ou esclaves domestiques. Puisqu'en général, les esclaves de case, on ne les enchaînait pas. Donc ils vivaient ici, c'est puisqu'on les utilisait justement comme des employés. Donc ils pouvaient de temps en temps aller s'occuper des courses de leur maître. Donc dans des maisons, des esclaves comme celle-ci, elles sont faciles à reconnaître. C'est souvent des maisons avec des cours libres de toute occupation, des escaliers massifs menant à l'étage et souvent une porte donnant sur la mer. Donc dans chaque maison, il y en avait plus d'une vingtaine. Dans chaque maison comme celle-là, donc la différence entre là où on gardait les esclaves et là où on mettait les marchandises et les esclaves domestiques, c'est justement la taille des pièces. C'est ce qui les justifie. Voilà. Donc j'ai encore annoncé le boulet en fer de 10 kg 300. Donc nous l'avons ici, là, un boulet original, justement, puisque ces protagonistes, comme on le dit souvent, en partant, non seulement ils sont partis avec les facts, ce que nous appelons ici les facts, ils sont partis avec les chiffres, ils sont partis aussi avec leur version. Et maintenant, je peux me permettre, monsieur le conservateur, avec votre permission, c'est le plaidoyer que nous faisons quand nous recevons des autres de votre niveau. C'est qu'on puisse justement collaborer avec justement ces pays-là pour qu'on puisse nous restituer. Qu'on puisse nous restituer tout ce qui est archivage par rapport à cette histoire-là. Donc nous l'avons commencé justement dans le cadre du projet de revitalisation. Voilà. C'est très lourd. Donc nous l'avons démarré, donc il nous reste beaucoup d'archives à ramener justement dans les musées. Donc voilà, maintenant je pense que c'est le combat qui nous reste à faire. Voilà. Donc vous considérez, monsieur le Président, qu'avec ce poids, comme il l'a annoncé tout à l'heure, attaché au niveau des pieds des esclaves, impossible pour eux de s'échapper quand ils commencent la grande traversée. C'est pour cela que cette porte-là a été baptisée la porte du voyage sans retour. Parce que soit vous arrivez à destination, soit vous restez immergé en mer à cause de ce boulet. Voilà, donc c'est un peu ça. Et justement, dans le cadre de ce même projet, puisque nous sommes membres fondateurs de la coalition internationale des sites de conscience, la coalition internationale des sites de conscience, c'est une coalition qui regroupe à peu près plus de 300 sites dans le monde. 300 sites qui avons toutes les questions liées à la mémoire. Voilà. Donc au début, on était une bonne 5 sites, dont la maison des esclaves. Maintenant, avec les efforts cumulés, on se retrouve maintenant dans le monde. Sur cette carte-là, donc on a à peu près dans chaque partie, dans chaque zone géographique justement, nos représentants dans ces pays-là. Et comme je le disais tantôt, lorsqu'on démarrait ce projet-là, donc parmi ces 300 sites, il y a à peu près une bonne vingtaine de spécialistes, de conservateurs de musées qui étaient là ici à l'île de Gorée pendant justement ces 3 jours-là. Donc nous avons aussi justement des statues d'Elmina et des Kekos au Ghana. Donc là, Koutakinda au Gambie et notre compatriote sénégalais qui se trouve à la ville Plantation, Ibrahim Sek, qui aussi fait partie justement de cette coalition-là et qui nous a reçu tout récemment par le biais des conservateurs à l'intérieur justement de ce niveau-là. Donc là, c'est à peu près une des innovations aussi de ce projet-là, puisque nous avons dit que pour mieux sensibiliser les gens, pour qu'ils puissent savoir l'importance de l'endroit où ils se trouvent, donc des gens comme vous, lorsque vous laissez vos impressions, on les numérise, on les laisse ici, pour que le public puisse aussi savoir de l'importance de ces lieux-là. Donc c'est souvent, on a justement les autres pages avec les autres présidents, les personnalités.
Voilà, donc c'était une idée, mais malheureusement, comme vous l'avez constaté vous-même, en Afrique, la plupart des visiteurs, ils n'ont pas ces petits musées-là. Donc l'innovation, ce serait peut-être de mettre ça sous forme justement d'un écran, voilà, digital. Comme ça, les gens vont venir feuilleter les pages et justement savoir quelle est l'importance de là où il se trouve. Donc là, nous avons Michael Jean qui à l'époque avait été reçu justement par le président, par le conservateur lui-même. Voilà, donc, la forme digitale, ce serait véritablement le moindre mal qu'on va essayer de faire. Ce n'est pas notre option. À la Maison des Esclaves de Gorée, notre option, c'est que ce récit mémoriel-là, tel que nous avons reçu, nous puissions le transmettre par l'oralité. C'est notre culture aussi. On la défend. Bon, le monde est en ce qu'il est et avec les avancées, on est en train de réfléchir véritablement comment adapter tout cela. Mais véritablement, l'option, véritablement, c'est que les gardiens de la tradition, comme ça, comme les maîtres les ont enseignés, continuent à transmettre cette part importante de l'espace de l'histoire. Donc, Excellence, on va visiter les plages. Recommandation et sous la supervision de ce comité scientifique-là. Donc là, on a les différentes d'abolition de l'esclavage. De l'autre côté, on a aussi certaines figures qui se sont illustrées pour mettre fin, voilà, à ces exactions, puisque dans le récit mémoriel, on ne met pas souvent en avant les révoltes et ces figures-là. Donc dans le cadre de ce projet-là, justement, on voulait mettre ça en avant et on l'a installé ici dans cette salle-là. Donc comme figure de l'eau, on a Tcherno Souleymane Ba, et de l'autre côté, on a Nani de Marons, qui nous connaissons, elle a été à la tête justement de cette révolte-là qui nous a permis d'avoir cette actuelle Suriname, puisqu'elle à elle seule, elle attaquait justement les colonies et libérait ces esclaves-là. Donc en les libérant ces esclaves-là, ils n'étaient pas les bienvenus partout. Donc leur seule issue, c'était d'aller de se recouvrir justement dans la forêt amazonienne. Voilà, et c'est ce qui a donné naissance justement à l'actuel Suriname. Voilà, donc et cette grande dame-là, nous avons tenu à le rendre compte. Donc on a mis des morons. De l'autre côté, cette île-là aussi, c'est une île de femmes. C'est une île de femmes. L'île de Gorée, c'est aussi une île de femmes. L'île de Gorée aussi, c'est l'histoire des Signales. L'île de Gorée aussi, c'est l'histoire des femmes du Togo. Puisqu'ils ont joué le rôle justement dans cette histoire-là, donc la plus célèbre d'entre elles, elle a été représentée ici, c'est justement Anne Pépin, qui était la concubine du chevalier de Boufflet. Voilà. Donc on l'a mis ici, c'était un peu pour donner une idée des gens pourquoi ces femmes-là elles étaient si puissantes. Puisque là nous avons l'inventaire de sa fortune à elle seule, puisqu'après cette histoire-là, la plupart d'entre elles se sont retrouvées ici, fortunées, c'est parce qu'elles tirent leur fortune justement de cette histoire-là. Voilà. Pas tout en général, puisque d'autres comme elles s'étaient activées dans leur domaine, justement en empoisonnant leur mari. Voilà, et c'était aussi leur contribution à elles pour mettre fin à ces exactions-là. Donc, dans le cadre de ce projet-là, les rénovations, ici, on n'a pas observé beaucoup de changements, puisqu'on tenait à une chose. C'était le logement des marchands d'esclaves. Voilà, donc ils avaient le cuisine qui était là, les toilettes tout juste à côté. Donc, à un moment donné, donc, cette question-là, monsieur le conservateur, je sens souvent le sur cette question-là. Vos impressions, c'est important dans cette question. Parce qu'elle laisse des traces. Ces traces-là, c'est celle qui nous permet, n'est-ce pas, de continuer à faire vivre cette maison-là. Cette maison, elle ne vit que parce que les hommes viennent rendre hommage et continuer à faire ce témoignage. Nous préservons cette maison, mais nous ne la préserverons pas seuls. Nous la préserverons avec tous ces gens qui sont épris, n'est-ce pas, de cette justice qui a manqué à nos grands-parents. C'est pour cela, véritablement, vos traces, vos écrits, vos mots, véritablement, pourront être partagés pour continuer à partager et à sensibiliser, surtout les générations futures, autour, n'est-ce pas, de cette tragédie qui s'est déroulée ici dans cette maison et partout ailleurs dans les maisons qui sont présentes dans cette maison. Nous inviterons M. le Président. Excellence, nous savons que vous êtes champion de l'UNESCO pour l'histoire africaine, la défense des océans. Donc il est de coutume à Gorée, à chaque fois que nous avons une zone de marche, la municipalité décide d'élever notre titre de pèlerin ambassadeur. Donc je vais vous lire un peu le texte. Je suis signé maire de Gorée, sanctuaire de la traite négrière, patrimoine de l'humanité, en vertu de la délibération 45 du Conseil municipal en date du 30 juin 2004, confère solennellement à M. Dr José Maria Pereira Neves, président de la République du Cap-Vert, le statut de pèlerin à cette qualité.
le mandat comme ambassadeur de bonne volonté de Gorée à travers le monde entier en vue de promouvoir l'image de marque de l'île Mémoire, de témoigner du drame de l'esclavage, d'enseigner les valeurs du patrimoine universel incarné par l'île de Gorée pour le triomphe des idéaux de paix et de la tolérance, seul gage d'un monde uni dans la diversité. En foi de quoi, je lui délivre la présente distinction pour servir et valoir ce que de droit en ce lieu. Donc, Monsieur le Président, je vais me permettre de remettre à Madame Aïssatou Sow, qui est conseillère municipale, de vous remettre officiellement la distinction de titre. La distinction vous est donnée, mais c'est pour vous faire venir officiellement.